Présentation pour ce qui me concerne sur le versant échographique et Mylène donc sur le versant pédiatrique. Donc il faut faire un petit rappel embryologique pour se remettre en mémoire la mise en place du rachis fœtal. Le rachis provient du mésoblaste, vous voyez qu'on est très peu de temps après la fin de la gastrulation. Et au moment où le fœtus commence à se délimiter, apparaît la métamérisation qui va aboutir à la constitution des somites qui vont donc se séparer du mésoblaste intermédiaire. Ces somites sont au nombre de 42 à 44 paires et sont à l'origine de la segmentation. Ces somites vont se différencier en deux contingents cellulaires, une partie interne qui va être le sclérotome et une partie externe qui sera le dermomyotome dont la destinée est différente, séparée par une petite cavité qui est le myocèle. Les cellules du sclérotome, donc de la partie interne, vont migrer vers la corde, vers la partie centrale, pour constituer des blocs de sclérotome, donc des densités cellulaires un peu plus importantes, séparées par des zones un peu moins importantes, tandis que du névrax primitif vont naître les racines nerveuses. Et dans la partie inférieure du sclérotome, les cellules vont proliférer de manière élective vers la partie inférieure pour constituer l'ébauche du corps vertébral primitif, précartilagineux. Donc vous voyez qu'il y a finalement un mouvement de translation qui va aboutir en fait à un corps vertébral qui a une position intersegmentaire compte tenu de cette descente. Cet axe, cet empilement de prévertèbres, si on peut dire, est toujours transfixé par la corde qui va progressivement régresser alors que la portion inférieure de la partie supérieure du sclérotome va à son tour proliférer pour constituer le disque intervertébral. Puis apparaissent les chondrocytes, il va y avoir donc une transformation cartilagineuse du corps vertébral, la corde va régresser, seule persiste la portion qui traverse le disque intervertébral pour faire constituer donc le nucleus pulposus et ensuite le processus d'ossification. Alors cette ossification, elle nous intéresse parce qu'elle apparaît, elle a une chronologie qu'on connaît bien en échographie. On connaît cette ossification par les centres qui apparaissent. Il y a 3 centres d'ossification primaire qui nous intéressent en anténatal. Un antérieur qui va centrer grosso modo le corps vertébral, et puis 2 latéraux à la jonction des pédicules et des lames latérales qui va s'étendre et qui va donner donc cet arc qu'on connaît bien. Alors chacune des vertèbres avec ses spécificités va avoir un développement un petit peu différent, mais on va retrouver la même organisation avec notamment l'apophyse postérieure ou l'épineuse qui va rester cartilagineuse, et pour nous ça va être une fenêtre acoustique qu'on va mettre à profit pour voir le contenu du canal médulaire, la moelle, et également des zones ici qui sont transsonores mais pour lesquelles l'accès est difficile compte tenu des ombres acoustiques quand on aborde par voie antérieure ou quand on aborde par voie postérolatérale. Alors, l'apparition de ces points d'ossification n'est pas simultanée, il y a une chronologie temporo-spatiale différente. Pour ce qui concerne l'arrière, les arcs latéraux, eh bien, ça commence à partir de 11-12 semaines, on commence à avoir des stigmates échographiques échogènes qui traduisent cette ossification. À partir de 11-12 semaines, il y a une variabilité interfétale et elle a une extension de haut en bas, et donc la région sacrée va s'ossifier en dernier, et dans la fenêtre de dépistage à 21-22 semaines d'aménorrhée, ce n'est pas toujours une ossification très nette, et il faut se méfier quand on fait un comptage de vertèbres. En avant, pour les centres d'ossification des corps vertébraux, il y a un léger différé de temps, mais pas très important, et l'apparition se fait de manière centrifuge à partir de la région dorsale basse lombaire vers le haut et également vers le bas. Alors pour l'aspect échographique normal, quand on est très tôt dans la grossesse, il n'y a pas grand-chose, évidemment il n'y a pas d'ossification. Cependant, quand on peut faire des mouvements de rotation à partir de cette coupe sagittale, eh bien on va voir une double image. Donc ça c'est possible par voie transcutanée, puisqu'on ne peut pas faire ça évidemment par voie transvaginale. On voit l'ébauche ici du canal
de cet axe. Quand on fait des coupes qui sont un peu plus tangentielles, on voit cette espèce d'image une espèce de rail, et quand on fait une coupe un peu plus antérieure, on retrouve cet aspect-là, on est à 8 semaines d'aménorrhée ici. Voilà des images sur des embryons un peu plus vieux où on voit ici ce qui va être le canal médulaire, mais quand on arrive dans l'échographie, à l'âge de l'échographie du premier trimestre, l'échographie de dépistage, on voit cette zone hypoéchogène qu'on connaît bien. Évidemment, ce n'est pas le canal médulaire, comme on le voit ici, ce sont les corps vertébraux qui ne sont pas ossifiés, donc qui sont cartilagineux. Vous voyez que le départ, il ne se fait pas ici, il se fait beaucoup plus antérieur que ne devrait l'être le départ de la moelle. La moelle est en effet en arrière. Donc voilà un fœtus où on voit encore cet empilement de corps vertébraux qui sont transsonores et le matériel médulaire qui est en arrière. À 13-14 semaines d'aménorrhée, on voit l'ossification, les centres d'ossification des corps vertébraux de manière relativement nette, mais la région sacrée n'est pas encore ossifiée. Si bien que quand on fait une coupe transversale, par exemple pour la mesure d'un diamètre abdominal, eh bien, le rachis va apparaître comme 3 points échogènes qu'on connaît très bien et le départ costal de part et d'autre. Quand on va faire une coupe coronale qui passe en avant par le centre d'ossification des corps vertébrales, on va avoir cet aspect qu'on connaît bien également. C'est l'alignement des centres d'ossification bordé latéralement par une zone hypoéchogène qui correspond à la portion cartilagineuse du corps vertébral. Et à distance, on va trouver donc la coupe des côtes. Mais si on recule un petit peu le plan de coupe, on va passer ici par les arcs latéraux, on va voir au milieu le canal médulaire, ici les apophyses transverses qui sont cartilagineuses, et puis très rapidement les côtes. On connaît ce type d'image. Les images en haute fréquence sont intéressantes, pas en dépistage, mais quand on a un doute. Vous voyez ici un mouvement de translation en coupe coronale qui va de la tête à la région sacrée, qui permet de voir non pas les corps vertébraux, mais ici les arcs latéraux. En coupe sagittale, on connaît bien ces images. Vous voyez que les corps vertébraux sont très peu ossifiés dans la région lombosacrée. Et à 15 semaines, un peu plus, notez la moelle qui descend très bas à ce terme, ce qui est normal. À 18 semaines, ce n'est pas la fenêtre de dépistage systématique, mais il y a un changement qui est sensible sur le plan échographique. Quand on est orthogonal, on peut voir ici l'interface intervertébrale, qu'on ne voit pas si on n'est pas orthogonal, mais on voit que l'ossification est à peu près, enfin la largeur de la partie ossifiée de la vertèbre est à peu près égale à la largeur de la zone hypoéchogène. En arrière, l'apophyse postérieure, l'apophyse épineuse reste anéchogène, et vous voyez donc la fenêtre transsonore qui permet, si on est strictement sagittal, quand on a une double image hyperéchogène, c'est qu'on a une coupe parasagittale. Quand on a une seule bande échogène, c'est qu'on est strictement sagittal. La région sacrée, vous voyez qu'il y a seules les 3 pièces sacrées sont ossifiées, la portion inférieure du sacrum n'est pas encore ossifiée, et le coccyx en arrière. Donc vous voyez qu'ici on a le rectum, c'est une petite fille, l'utérus, la vessie et la symphyse pubienne. À 22-23 semaines d'aménorrhée, les choses sont plus nettes. Vous voyez que les corps vertébraux sont devenus, s'étoffent un peu plus dans leur portion ossifiée, et l'espace partie ossifiée des corps vertébraux s'amenuise, et donc on a une plus grande largeur ossifiée que la largeur hypoéchogène. On voit encore très bien le canal médulaire, et donc l'inclinaison vers le bas des apophyses épineuses. Et ici, donc, l'ossification de la 5e pièce sacrée, elle est toute petite, pas toujours facile à voir, et le coccyx en dessous. Cette visualisation des corps vertébraux, donc de la portion antérieure de ce que nous voyons en échographie, permet le comptage des vertèbres. Il faut encore une fois se méfier de la dernière pièce qui peut s'ossifier. Il y a des variations interindividuelles qui peuvent s'ossifier tardivement, et donc il ne faut pas confondre la 5e et la 4e. En coupe coronale, on va voir ici, selon qu'on est en avant ou en arrière, les pédicules ou les lames latérales, c'est cette double ligne qu'on connaît bien aussi. À 32 semaines, eh bien, on reconnaît la fenêtre, mais elle devient un peu plus étroite, ce qui oblige à faire des petits mouvements de translation pour laisser passer les ultrasons jusqu'à la face dorsale des corps vertébraux qui ont changé un petit peu d'aspect. Vous voyez un aspect légèrement en diabolo, avec l'espace ici intervertébral. Donc on voit bien qu'il y a encore une portion qui n'est pas ossifiée. Et ici donc le coccyx. On voit ici le cul-de-sac dural en S2, et vous avez ici l'espace péridural qui descend jusqu'à la région coccygienne. Alors, pour l'os, et le rachis en particulier, l'échographie tridimensionnelle est intéressante parce qu'elle permet une visualisation synoptique globale du rachis, des côtes et des ceintures.
Le rachis apparaît sous forme de 3 points. On retrouve les 3 zones d'ossification qui apparaissent écrasées sur ces clichés-là, un peu comme une radio. Et donc, cet aspect est tout à fait normal, déstabilisant un petit peu au départ pour ceux qui se mettent au 3D. Il faut se méfier des artefacts de mouvements, soit les mouvements transmis par la aorte maternelle, qui peuvent donner l'impression de côtes un petit peu tordues. Donc, l'intérêt du 3D, c'est de pouvoir sélectionner le volume dans lequel on va vouloir travailler. Et vous voyez que si on regarde dans tout cet espace, on va avoir les centres d'ossification des corps vertébraux et les arcs latéraux. Mais si on veut s'intéresser aux corps vertébraux, il suffit d'exclure la portion postérieure pour ne garder que l'alignement des corps vertébraux, et ça peut être intéressant dans les anomalies de la segmentation. Alors les aspects pathologiques au premier trimestre, eh bien, sont relativement faciles à voir. On veut faire une longueur crânio-caudale, on n'y arrive pas. On a une angulation dans le plan frontal, quasiment à 90 degrés. On a une anomalie, une espèce d'éviscération qui ne correspond pas aux critères de l'omphalocèle ou du laparoschisis. Vous voyez que le cordon est un petit peu court, donc c'est le syndrome du cordon court. On est dans une séquence des brides amniotiques. En voilà un autre exemple à 15 semaines, ce plan frontal, une éviscération majeure. Au deuxième trimestre, ce type de diagnostic est évidemment facile. Soit ici on a une kyphose majeure dans la région lombaire, évidemment on va pointer l'anomalie rapidement, ou sur cette coupe sagittale où on a l'impression d'une interruption de la portion, de la moitié inférieure du rachis, liée en fait à une Pardon ? Ah, pardon. On a l'impression donc d'une interruption du rachis, en tout cas dans sa portion inférieure, qui est en réalité liée à une scoliose majeure qui ne permet pas en imagerie en tranche de voir l'ensemble du rachis. Mais ailleurs, c'est beaucoup plus subtil. Vous voyez ici ces deux petites zones qui apparaissent plus par les ombres acoustiques inhabituelles qui font qu'on va se porter en amont pour voir ce qui se passe. Et vous voyez que vous avez deux petites images surajoutées qui attirent l'attention et qui imposent la réalisation de coupes frontales, soit en 2D, ce qui est tout à fait possible, soit en 3D si on en dispose. Et on voit qu'ici, il y a un alignement qui est remanié des corps vertébraux. Encore un peu plus subtil, vous voyez ici on a une espèce de dédoublement, on fait quelques mouvements de balayage pour essayer de comprendre, et on fait une coupe frontale pour montrer qu'il y a une image ici inappropriée qui suggère une hémivertèbre avec une légère angulation du rachis, et vous voyez ici en reconstruction tridimensionnelle, ce qui permet de localiser la hauteur de l'anomalie. Voilà un autre exemple où, si on n'est pas très attentif au bord antérieur de l'aspect du rachis, eh bien, voilà ici une zone qui est pas comme d'habitude. Eh bien, il faut refaire des plans de coupe, éventuellement utiliser le 3D, pas éventuellement, mais si on en dispose, c'est quand même un plus, on gagne beaucoup de temps. Vous avez cette image en coin qui montre encore une hémivertèbre. On peut avoir ce type d'anomalie et sur toutes les hauteurs. Ici, vous avez à la région cervico plutôt dorsale des anomalies d'alignement. Les reconstructions tridimensionnelles permettent de voir qu'il y a effectivement une réorganisation. Voilà une coupe coronale, vous avez la ceinture scapulaire, les omoplates ici, le bassin, et vous voyez que dans le plan frontal, il y a une angulation anormale. C'est pas le même fœtus, mais c'est à peu près le même type de pathologie. Les reconstructions tridimensionnelles permettent, outre la localisation, de voir un peu la disposition costale. Ici, l'écartement un peu plus important des espaces intercostaux. Un autre exemple, ici où vous avez une petite image surajoutée, on a l'impression que c'est tout à fait... c'est pas comme d'habitude, et vous voyez que les mouvements de haut en bas jusqu'à la région coccygène montrent que c'est réorganisé, et donc il faut faire des coupes différentes. On fait une coupe frontale et on a un véritable puzzle qui montre cette anomalie de l'alignement vertébral. On peut avoir des anomalies étagées sur pratiquement toute la hauteur vertébrale, des réorganisations qui font... Là, c'est une maman un petit peu forte, vous le voyez ici, qui rendent l'examen bien difficile, et heureusement, on a maintenant un plan B qui est le scanner qui nous aide beaucoup. Un autre exemple de pathologie ici où on a l'impression d'une brièveté du rachis terminal, et en effet la pièce sacrée n'est pas présente, en tout cas pas ossifiée. Voilà un autre exemple, ici ça s'interrompt beaucoup trop tôt. Vous voyez ici le rectum, c'est une petite fille, on voit le vagin, mais il manque ici la région. C'est une agénésie sacrée. Ici un troisième exemple en reconstruction tridimensionnelle osseuse que je dois à Jean-Marc Le Vaillant.
Voilà un autre exemple, on est donc une anomalie de l'alignement dans un plan frontal. Eh bien, ici en outre, on a sur les coupes sagittales une anomalie de fermeture qui donc rentre dans les anomalies de fermeture du tube neural, un spina bifida, dans une localisation inhabituelle, thoracique. On voit l'ouverture du plan cutané, l'augmentation de l'espace interpédiculaire et la coupe transversale montre qu'en effet, il y a une ouverture de ce tube neural. Dans les myéloméningocèles, eh bien, l'étude de l'alignement des vertèbres est intéressante. On voit ici, on peut faire le comptage vertébral, ce qui nous permet, grâce au comptage des centres d'ossification des vertèbres, de localiser le niveau d'ouverture. Ici, juste anecdotique, c'est pas l'anomalie de l'angulation du sacrum qui attire l'attention, bien entendu, mais c'est cette très volumineuse tumeur coccygène, un tératome avec des calcifications, des images liquidiennes qui attire l'attention. Un peu plus subtil, on est à 21 semaines d'aménorrhée, c'est pas un problème d'alignement, mais vous voyez que les vertèbres la partie ossifiée des vertèbres est anormalement fine, eu égard à la portion hypoécogène. Et donc là, on peut se poser des questions, surtout chez ce fœtus qui présente une insuffisance biométrique des os longs. Voilà un autre exemple, on est à 19 semaines, on est en inadéquation entre ce que l'on observe et voici une image témoin à peu près au même âge gestationnel. Et donc là, il faut penser à des anomalies de type platyspondylie qui peuvent être très utiles dans la discussion pluridisciplinaire, en particulier avec les généticiens et les radiopédiatres. Voilà un autre exemple d'une image inhabituelle. On est en coupe coronale au 3e trimestre de la grossesse, élargissement de l'espace interpédiculaire et au niveau du canal médulaire, du matériel osseux qui évidemment n'est pas à sa place. La tête est ici, le siège est là. Et si on regarde bien, eh bien en deçà de cette zone-là, on a une duplicité en fait de la moelle. C'est une diastématomyélie, c'est-à-dire c'est un éperon ici osseux qui fait protrusion sur le canal médulaire et qui a provoqué une duplicité du cordon médulaire qu'on voit ici en haute fréquence, en deçà donc de cet éperon osseux. Donc, pour conclure sur le versant échographique, l'examen de dépistage qu'on offre à toutes les patientes doit être méthodique. Des coupes sagittales, on a l'habitude de centrer nos investigations sur les anomalies de fermeture, mais les anomalies d'alignement peuvent être des portes d'entrée pour des pathologies syndromiques qui vont peut-être modifier le pronostic qui va être donné aux parents. Donc des coupes sagittales étagées depuis le rachis cervical jusqu'au sacrum, en regardant bien sûr l'arc postérieur, mais aussi en n'oubliant pas les corps vertébraux. S'il y a le moindre doute, la réalisation de coupes frontales est nécessaire en 2D. Si on dispose d'un 3D, on va gagner du temps et on va avoir donc encore une fois une vision globale qui peut être très utile dans l'analyse. En cas d'anomalie avérée, le bilan doit être modifié, la stratégie doit être modifiée, c'est un bilan diagnostique. Les reconstructions tridimensionnelles sont nécessaires. L'utilisation de sondes de haute fréquence va être intéressante parce qu'elle offre une grande résolution sur le canal médulaire. La recherche d'anomalies associées, on vient de le voir, est un élément fondamental. Il y a des anomalies, par exemple, Vactel, de cette famille-là, qui vont amener à aller rechercher des anomalies associées qui sont très éloignées du rachis. Tout ceci ne peut pas se traiter en dehors d'un staff pluridisciplinaire, c'est nécessaire. On a l'avis des généticiens, des radiopédiatres, et c'est fondamental, l'avis des radiopédiatres, puisque nos collègues sont dotés d'outils qui, par exemple, pour le scanner hélicoïdal, présentent une résolution qui surclasse l'échographie, même tridimensionnelle. Et l'IRM, qui a une résolution peut-être un petit peu inférieure par rapport à la haute fréquence, mais qui est affranchie des artefacts d'ombre acoustique auxquels on est soumis. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Mylène. Merci. Je vais me servir du micro. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter toujours l'imagerie du rachis normal et pathologique, mais cette fois avec le scanner. Donc d'abord quelques mots de technique. Donc à présent on dispose sur le parc français d'appareils multidétecteurs à peu près entre 100 et 256 détecteurs actuellement. On travaille sur des constantes variables entre 100 et 120 kg et 80 et 120 masses. Avec l'air, par exemple, on travaille à 100 kg, 100 MA.
Ce qu'on avait défini avec l'IRSN, c'est qu'il fallait accepter une dose maximale à la mère de 5 mg, ce qui faisait une dose au fœtus à peu près 2,5-3 mg, ce qui est vraiment un maximum à accepter et qui est superposable au contenu utérin radiographique classique. On réalise une hélice sans injection, bien sûr. On fait l'épargne du topogramme en mesurant soit au mètre de couturière, soit avec le laser, la hauteur utérine. Et on ne réitère l'hélice que s'il y a un artefact qui gêne le diagnostic, c'est-à-dire la région qu'on voulait spécifiquement examiner. Les conditions de l'examen pour la mère sont assez simples, puisqu'il n'y a pas de sédation. C'est un décubitus dorsal qui est de courte durée, avec une apnée également de très courte durée, de 5-6 secondes, donc même à terme, c'est parfaitement tenable. On peut éventuellement proposer une hyperventilation avant l'examen, si la mère nous décrit un fœtus agité. Tout le travail en fait, du scanner va se passer sur le post-traitement, qui lui est beaucoup plus long que l'acquisition, puisque ça peut prendre jusqu'à 3/4 d'heure, 1 heure, s'il y a en particulier des grossesses multiples. Donc ça va consister tout d'abord en la... Pardon ? Vous n'entendez rien? Ben non, parce que j'ai les mains prises, j'aime pas. Vous n'entendez pas. Si je mets les deux micros, là, ça va? C'est mieux? Ok. Donc, je vous disais, hop, on va remettre la mère, voilà. Donc, on supprime le squelette maternel très facilement, puisqu'il y a l'utérus qui est interposé entre le squelette fœtal et le squelette maternel, donc hop, c'est magique, on l'enlève. Ensuite, on délimite le fœtus pour l'isoler et pour pouvoir l'étudier. Donc il y a 3 façons de regarder un squelette fœtal, le rendu volumique, que vous avez ici noté VR à gauche, les coupes fines et les coupes épaisses en projection d'intensité maximale. J'insiste sur le fait qu'il faut vraiment l'étudier dans les 3 modalités. En volume rendering, vous allez avoir une bonne visualisation des proportions du squelette, et c'est intéressant dans les maladies osseuses constitutionnelles. En MIPP, vous allez avoir une bonne visualisation des os longs, on voit très bien sur les membres ici. On voit parfaitement bien. Et puis le MIP fin, ça sert pour les petits os. Vous avez ici les dernières phalanges qu'on voit bien. Je ne vous ai pas montré une coupe sur les canaux semi-circulaires, mais on les voit également très bien. Le compte-rendu, bien sûr, comme toujours en anténatal, il est corrélé au terme. On fait une biométrie classique avec BIP, PC, mesure des os longs. On va estimer l'âge osseux fœtal. En particulier, on va servir des points d'ossification. Et puis on va estimer également la minéralisation qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on va comparer par rapport à d'autres squelettes de même âge. Et puis bien sûr, os par os, on va étudier la forme. En particulier pour le rachis, il faut toujours que l'exploration scanographique soit couplée à l'IRM pour l'exploration du névrax. Ça, vous verrez ça plus tard dans la matinée. On va étudier les courbures, la numération des vertèbres, la morphologie tant du corps vertébral que des hémiarques postérieurs. Je vais vous montrer quelques exemples de rachis normal. Donc d'abord la visibilité. Vous avez ici 3 rachis, 20 semaines, 26 semaines, 36 semaines. Vous voyez qu'à 20 semaines, on voit les corps vertébraux de C1 à S3. Ils sont encore très peu minéralisés, un peu flous. À partir de 26 semaines, on voit l'ensemble des corps vertébraux, donc de C1 à S5, avec une bonne ossification tant du corps vertébral que des hémiarques postérieures. Bien sûr, plus on avance dans la grossesse, plus la minéralisation permet d'avoir une étude fine du rachis. Donc ça vous reprend exactement les images que montrait Marc tout à l'heure de schémas vertébraux. Vous voyez qu'on a exactement cet aspect après des pilotages soigneux d'une vertèbre cervicale, une dorsale, une lombaire, qui ont déjà toutes les caractéristiques qu'on va trouver sur le rachis adulte de forme et de proportion. Ici, des images avec un intervalle de 2 semaines d'aménorrhée entre chaque, vous montrant l'évolution du rachis fœtal avec la progression de l'ossification, la modification des proportions au cours du temps. Sur ces images-là, on voit également les noyaux d'ossification particuliers latéraux du sacrum, puisque comme vous l'a montré Marc tout à l'heure, il y a 5 points au niveau du sacrum qu'on peut très bien voir ici. Je vais vous montrer des cas de rachis pathologiques. D'abord, des anomalies de courbure. Il y a deux possibles origines sur les anomalies de courbure. À gauche, vous avez des désharmonies sur des anomalies vertébrales, une hémivertèbre ici qui génère un déséquilibre dans le plan frontal,
et ici une luxation antéro-postérieure. Vous avez également des disharmonies positionnelles. Là, il n'y avait pas d'anomalie vertébrale après étude soigneuse, c'était simplement à cause d'un oligoamniose très marqué que le fœtus avait cette position. J'ai parlé de la complémentarité des techniques, j'insiste parce qu'elle est vraiment essentielle. Vous avez à gauche une association d'une lésion osseuse majeure qui saute vraiment aux yeux, et puis une anomalie du névrax, bien sûr qui existe, c'est une moelle attachée basse, mais qui est plus discrète. À l'inverse, à droite, vous avez un tout petit dérangement dans le plan frontal qui n'est pas facile à voir. En revanche, vous avez une anomalie du névrax majeur. L'autre intérêt de l'association des techniques, c'est que ici, on a pu s'apercevoir au cours de l'IRM qu'à aucun moment on ne visualisait la vessie, et de plus, comme vous le voyez, que le cordon était bas inséré, ce qui nous a permis de rechercher plus spécifiquement sur le scanner un diastasis des branches pubiennes, et effectivement, on a découvert que ce fœtus avait également une extrophie vésicale. Un exemple d'hypoplasie des corps vertébraux cervicaux dans un syndrome de Binder avec le normal à droite. Donc bien sûr, vous avez l'aplatissement du profil avec le recul de l'étage moyen de la face qu'on voit parfaitement bien. Et puis ici, des corps vertébraux, là vous avez le fœtus, donc au même terme, qui sont complètement anormaux. Chez ce même fœtus, on retrouve un aspect également anormal au niveau des corps vertébraux sacrés versus normal, et puis des ponctuations coccygènes. Ici, vous avez à gauche l'anomalie qui avait été dépistée en échographie 2D puis 3D par Jean-Marc Levaillant, où on voyait une espèce de pataquès à cet endroit-là. On avait un peu de mal à savoir ce qui se passait, et on trouvait effectivement cette fusion en fait des hémiarques postérieurs sur 3 étages associés à des côtes bifides. Et puis, en poursuivant l'étude sur la partie antérieure du rachis, on s'est aperçu que sur la même région, on avait en fait tout un empilement de vertèbres puzzle avec des hémivertèbres, des anisospondylies et des côtes bifides confirmées, effectivement bilatérales. Vous avez ici une reconstruction en volume rendering isolant le rachis. Ici, un cas de régression caudale avec un manque des dernières vertèbres sacrées qui est évident en sagittal, associé à une moelle tronquée en IRM, donc toujours sur la complémentarité des techniques. Et puis inversement, une non-régression avec cette persistance du vestige caudal ossifié, bien visible ici sous forme d'un petit crochet. Un cas de spina bifida, l'écho tridimensionnel, toujours réalisé par Jean-Marc, montrait cet aspect très désorganisé du rachis lombaire. Sur le scanner, bien sûr, on retrouvait cet aspect avec une absence de corps vertébral organisé visible. Et puis, on voyait qu'au-dessus, et même bien au-dessus, il y avait également des anomalies corporéales qui existaient. Je vous parlais tout à l'heure aussi des proportions et de l'intérêt du rendu volumique pour avoir les structures les unes par rapport aux autres. Bien sûr, on avait fait le diagnostic des pieds beaux sur l'écho, mais là, ça permet, sur la même image, d'avoir à la fois la cause et la conséquence. On voit également qu'il y a une asymétrie avec une désorganisation du bassin. Un cas d'hémivertèbre, donc on avait fait le scanner sur ce point d'appel. Et là, c'est pour vous montrer que le scanner a un caractère plus exhaustif, en particulier au 3e trimestre, où c'est pas toujours facile de voir l'ensemble du rachis. Et là, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'anomalies vertébrales, dorsales et surtout cervicales, qui n'avaient pas été visualisées, pas pu être visualisées par l'échographie. Un autre cas de spina bifida avec toujours cet aspect de luxation qu'on voit surtout sur le profil. Donc on le fait, mais bien évidemment c'est un examen qu'on doit regarder dans tous les plans, hein, puisque là sur le plan coronal c'est pas évident à voir. Hein. Et puis hop, la spina bifida qui allait avec.
Un cas d'agénésie partielle du sacrum, et là c'est pour insister sur le fait qu'effectivement l'étude du rachis s'intègre aussi dans la recherche de syndrome. Donc on voit ici, donc ça c'est S1, et là on voit une fusion partielle des corps vertébraux de S2 et S3 avec un manque des points latéraux, et puis en sous-jacent il n'y a plus rien. C'était associé à une malformation anorectale et urinaire. Pour ceux qui étaient là hier, je vous ai dit que normalement on devait voir le rectum jusqu'en bas. Bon là c'est une séquence T2. Mais en principe il est jusque là, donc là il y avait une malformation rectale avec en fait un côlon marqué par un signal liquidien qui correspondait à une fistule, donc c'était une malformation anorectale et urinaire. Maintenant je vais vous dire quelques mots du rachis dans les maladies osseuses constitutionnelles. Bien sûr c'est un des points d'examen fondamental quand on est sur l'étude des syndromes. Donc en échographie, on voyait, ou plutôt on ne voyait pas justement les corps vertébraux. Donc on se doutait déjà très fortement du diagnostic, mais c'était un fœtus qui restait obstinément dos plaqué, donc on voulait quand même avoir une certitude. Vous voyez que de manière très inhabituelle, on avait fait le scanner à un terme très précoce, puisqu'en principe on le fait au-delà de 25 semaines. On l'avait fait à 17 semaines, et néanmoins on avait déjà tous les éléments pour faire le diagnostic d'achondrogénèse, puisqu'on avait un manque total de corps vertébral, que ce soit sur le rendu volumique, et pour en avoir la certitude sur une coupe axiale ici centrée sur un axe costo-vertébral associé à l'hypoplasie du bassin, à la micromélie et aux côtes courtes. Un exemple de rachis dans une atélostéogénèse où le point d'appel avait été cette déformation, cette scoliose du fœtus avec une association à une micromélie avec des fémurs courbes, une fibula manquante. Vous voyez également qu'il n'y a pas d'ossification des os de la main. Je voulais pas marquer, mais normalement à 22 on voit les mains. Et puis je vous ai mis le cliché, la reconstruction du scanner post-mortem où on voyait très très bien les fentes coronales vertébrales. Voilà. Un cas d'ostéogenèse imparfaite dans sa forme létale. Je vous montre le squelette normal au même terme. Vous voyez qu'il y a un défaut d'ossification, notamment de la voûte, qui est assez caractéristique. Une anomalie, une hypoplasie de l'ensemble des corps vertébraux. Et puis, on voit ici des remaniements post-fracturaires avec de multiples cales osseux, tant des humérus que des arcs costaux. Elle n'est pas belle celle-là. Un cas de nanisme thanatophore. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le rendu volumique c'est très bien pour la proportion du squelette fœtal. On voit parfaitement ici l'anomalie de proportion entre les membres, le grille costal, la tête, avec le crâne en trèfle caractéristique, le thorax en cloche. Et puis donc ce qui nous intéresse plus particulièrement, cette hypoplasie qui porte surtout sur les corps avec des arcs postérieurs conservés et une micromélie. Un cas d'achondroplasie, là encore le scanner trouve sa place quand on fait un dépistage tardif, quand on est, comme souvent dans l'achondroplasie, au 3e trimestre, on peut être limité pour la réalisation de l'échographie. Donc le scanner permet de très bien voir les signes pathognomoniques de cette pathologie. Donc ici vous avez le fémur typique avec cette extrémité supérieure dite sucée par rapport à une extrémité normale et cette métaphyse inférieure évasée irrégulière. Ici sur le rachis, ce qu'on peut voir en fait c'est le rétrécissement crânio-caudal de l'espace interpédiculaire qui est associé, je ne vous les ai pas marqués, aux anomalies du cotyle avec cet aplatissement et le rétrécissement de l'échancrure sciatique. Vous avez également la visualisation des métacarpiens qui sont petits, qui sont trapus, et le profil assez caractéristique avec ce front bombé et cette encelure marquée. Ah, si je vous l'avais marqué. Donc en conclusion, le scanner, il ne faut plus en avoir peur en fait, parce que maintenant c'est un outil qui peut être dédié à l'étude du squelette fœtal avec des constantes adaptées, avec un caractère plus performant et plus exhaustif, en particulier dans les structures complexes comme les rachis et en particulier au 3e trimestre. De plus, c'est un examen qui a priori va être unique puisque c'est un examen de diagnostic sur le fœtus. C'est pas comme si on faisait des scanners de manière répétée pour suivre l'évolution d'une pathologie. Donc vraiment, il faut plus avoir peur du scanner. Chaque fois qu'il est disponible, il doit remplacer le contenu utérin radiographique. Il doit toujours être couplé à l'IRM.
Et surtout, tout ça s'entend uniquement au sein d'un centre de dépistage prénatal. C'est-à-dire qu'on ne prescrit pas un scanner tout seul dans son coin parce que c'est pas un examen première ligne et c'est un examen, comme l'a dit Marc tout à l'heure, qui doit faire l'objet d'un staff multidisciplinaire. Voilà, je vous remercie.